Et les avantages, c'est des sujets que je vais qu'on va aborder ensemble. Quelques éléments de marché. Le pompage à béton, donc le parc français, c'est environ 2000 machines, hein. Le nombre de mètres cubes pompés, c'est à peu près 7 millions de mètres cubes, ce qui correspond à 20% de production du béton prêt à l'emploi. Alors moi, j'adorerais qu'on soit à 100%, mais ce n'est pas le cas. On est à 20% du présent et de production de BPE. Les principaux domaines d'application, on est très inséré dans les ouvrages de génie civil. Le génie civil prévoit les pompes, c'est vraiment un outil qui est très intégré. Dans le bâtiment également, dans les travaux de grande hauteur, ça l'est moins sur certaines opérations où la grue à tour fait l'écoulage et qui, dans ce genre d'opération, est plutôt notre principal concurrent. La technique est en constante évolution depuis des années. Alors, petite présentation du pompage à béton, c'est un métier qui est jeune, réellement jeune, puisqu'il a débuté en France dans les années 60. Dans les années 70, fin 70, on a pris un certain essor grâce à la technique, justement. Je vous donne une idée, c'est que les premières pompes à béton fonctionnaient sur la pression d'eau. Dans nos circuits hydrauliques, c'était de l'eau qui était en mise en pression. Alors, l'eau avait cet inconvénient de chauffer. Donc, les grosses opérations, on avait du mal à les faire puisque l'eau s'évaporait, ça crée plein de contraintes. Aujourd'hui, c'est de l'huile et cette huile maintient en température nos machines et ce qui nous permet de faire énormément d'opérations sur des longues durées, etc. Et puis après, il y a aussi les entreprises qui se fédèrent. Là, on a les entreprises qui sont adhérentes au syndicat national du pompage à béton, dont Agnès nous a fait une brève présentation. On est une centaine d'adhérents au sein du SNPB, dont je suis président du collège Île-de-France. Alors, pour les néophytes, à quoi consiste pomper du béton ? Ça consiste à refouler par l'intermédiaire d'une pompe le béton dans une tuyauterie, dans un système de tuyauterie. Globalement, il y a 3 types de pompes à béton. Il y a les camions malaxeur pompes, les pompes automotrices avec ou sans flèche de répartition, je ferai je vous en parlerai tout à l'heure, et les pompes stationnaires qui sont utilisées à poste fixe. Alors, les camions malaxeur pompes, Agnès, tu me confirmes que vous voyez ma souris évoluer un peu sur l'écran ? Oui. Oui, tout à fait. Ça va m'aider un peu. Alors, les malaxeur pompes, c'est des engins hybrides qui transportent le matériau, donc le béton, et qui le permettent, via un bras articulé, donc une flèche, d'épandre le béton dans une zone déterminée. Les pompes automotrices avec flèche de répartition, en tout cas les pompes automotrices, détiennent en fait une flèche qui permet aussi de répandre le béton, mais elles peuvent aussi ne pas en avoir. On appelle ça, c'est une pompe automotrice tuyau. Et là, on fait une sortie, ce qu'on appelle une sortie par l'arrière de la machine, qui nous permet d'épandre du tuyau, de mettre des rallonges de tuyau au sol pour pouvoir accéder à une zone spécifique. Il faut savoir que les bras de flèche ici sont souvent sont composés de 3 voire 6 sections. On appelle ça donc les bras. C'est des sections de la flèche. Et elles ont des spécificités particulières. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont des modes d'ouverture différents. Par exemple, le R, ce qu'on appelle une ouverture en R, c'est une ouverture en enroulé ou en portefeuille. Donc, les bras se ferment les uns sur les autres. Après, vous avez des ouvertures en Z. En Z, donc ils font une forme de Z et elles se permettent d'ouvrir, elles s'ouvrent d'une manière qui est différente, qui est un peu plus intrusive. On peut accéder à d'autres zones au niveau du dépliage de la flèche. Et puis après, vous avez des solutions X, Z, R, R, Z. Enfin, il y a plusieurs types d'ouverture de flèches. En ce qui concerne les stabilisations, donc ça ici, on appelle ça des stabilisateurs. Il y a deux grands, on va dire, on ouvre de 2 manières différentes. Vous avez
la manière en papillon qui permet d'ouvrir le long du châssis, le patin s'ouvre le long du châssis, ou alors une manière perpendiculaire. Donc, en fait, les patins sont insérés dans le châssis et s'ouvrent de manière perpendiculaire au châssis. Ces deux modes d'ouverture de nos stabilisateurs qui existent. Et enfin, il y a les pompes stationnaires qui sont plutôt utilisées sur des postes fixes, plutôt, même si on peut aussi, il y a des petites pompes stationnaires, mais globalement, l'idée, c'est que c'est des pompes qui sont installées sur longue durée, sur des chantiers où on coule tous les jours, avec de la tuyauterie plus ou moins longue et avec des techniques très particulières dans le métier. Une fois qu'on a vu ces trois grands types de machines, quels systèmes sont dans ces machines? Alors, les deux systèmes que je vais vous présenter peuvent être présents dans ces machines, moins sur les pompes stationnaires en ce qui concerne le futur système qui est le rotor, mais en tout cas sur les systèmes pistons, les trois, que ce soit les malaxeurs pompes, les pompes à béton automotrices et les pompes stationnaires, fonctionnent avec ce système à piston. Comment ça fonctionne? Globalement, vous avez ici une trémie qui sert de réceptacle du béton. Dans cette trémie, vous avez un agitateur et vous avez aussi un tuyau S ou un ROC, selon les marques, qui bouge et qui va se mettre en face de la zone où il y a les pistons. Donc, les pistons, c'est ces parties-là qui sont insérées dans ce qu'on appelle une chemise. Donc, c'est un diamètre, enfin une pièce métallique qui reçoit le piston et qui permet donc l'avancée et le reculer de chaque piston. Alors, comment ça fonctionne? Un piston va effectuer donc l'aspiration du béton contenu pendant que l'autre refoule, donc c'est la partie verte, dans cette partie ici, donc dans la partie flèche, où ça peut être tuyauterie au sol, ou ça peut être aussi flèche plus tuyauterie au sol. Ces pompes, on dit qu'elles sont globalement adaptées au grand débit, pas que, mais elles peuvent effectivement atteindre des grands débits. Je vais vous expliquer en dessous ce que c'est un débit. Donc, c'est le combiné du diamètre du cylindre de la pompe, plus la course du piston, donc cette pièce-là, plus le nombre de cycles par minute. Alors, le cycle par minute, c'est le système hydraulique, c'est la marque qui détermine ça. Et la perte de charge lors de l'écoulement des conduites. Perte de charge, donc c'est la résistance à la poussée, dans les conduites par ce piston-là qui pousse. Le fait qu'il y ait deux pistons, je fais une petite parenthèse, nous permet à ce qu'il y ait toujours un écoulement continu en bout d'opération, en bout de flèche, en bout de tuyau. Donc, pendant que l'inspire, l'autre foule, l'inspire, l'autre foule, et c'est assez continu. Au niveau des débits, pour vous donner une ordre d'idée, ce genre de machines sont sur des débits environ entre 60 70 mètres cubes heure, et on peut aller jusqu'à 160 mètres cubes heure. Les pressions, ce qu'on appelle une pression sur le béton, donc ce piston, quand il va faire sa poussée, il va exercer une pression sur le béton, la mesurant en barres. Ces barres-là, ces machines-là, fonctionnent sur des barres, sur des poussées en barres entre 60 barres et peuvent monter jusqu'à 90 barres. Globalement, c'est composé comme ça. Hormis les très très longues distances, donc les pompes stationnaires par exemple, elles peuvent être réglées à plus de 100 barres pour des grandes distances. Le deuxième système, c'est les systèmes rotor. Donc le système rotor, il est composé toujours d'une trémie, toujours, et vous allez voir pourquoi c'est important, toujours d'un malaxage qui est exécuté dans ce bac-là. Attendez, hop, je reviens en arrière. Et il y a deux galets qui sont dans une zone sous vide qui compresse un tuyau flexible. Et donc, pendant que ce galet il fait sa rotation, il va faire un phénomène de succion, donc il va aspirer le béton qui est inclus dans la trémie. Il va aussi pousser le béton qui est dans cette partie entre les deux galets jusqu'à arriver en haut, pendant que l'autre galet qui est sur la partie supérieure va faire tout le même fonctionnement. Et donc, ce roulement comme ça va permettre un écoulement au niveau du béton qui est
parfait, il n'y a aucun à-coup. Donc, ce genre de pompe-là, ce type de pompe-là permettent un écoulement très, très continu et très précis de ce qu'un client peut nous demander. Il y a un inconvénient, c'est que ce genre de groupe, il a une poussée, donc je vous ai expliqué ce que c'est les bars, de 25 bars en moyenne, entre 25 et 30 bars sur le béton. Et les mètres cubes, ils sont limités généralement à 50 mètres cubes heure. Donc, c'est plutôt des groupes qui sont utilisés sur des opérations de moins grande envergure et on limite sur les pompes flèches à une trentaine de mètres, 28, 30 mètres de flèches, une quarantaine de mètres de tuyaux, du fait de leur manque de puissance. Une fois qu'on a vu ça, comment on choisit le matériel de pompage? C'est en fonction de la partie d'ouvrage à bétonner, des contraintes d'accessibilité et des cadences souhaitées, puisqu'on est là pour fournir un service et le client, on est à son écoute. Et effectivement, s'il a des cadences précises, on peut répondre à ces cadences. Exemple, on coule un radier, on a besoin de respecter une cadence, que sais-je, de 50, 60, 70 mètres cubes heure, voire 100 mètres cubes heure. On va plutôt privilégier, bien évidemment, une pompe piston. La longueur de la flèche, elle dépend des caractéristiques géométriques de l'ouvrage et de l'emplacement des pompes. Exemple, si on passe au-dessus d'un bâtiment, plus on a de cassures dans nos flèches, plus on a de bras, plus ça peut nous faciliter de passer cet obstacle-là. Enfin, le choix du débit de la pompe sur des opérations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en relation, c'est une relation tripartie entre le producteur du béton prêt à l'emploi, nous-mêmes pompistes et le client. Et de là, c'est trouver une solution qui permette de répondre aux attentes chantier. Et effectivement, il ne sert à rien de mettre une pompe surpuissante sur un chantier où le nombre de camions alloués à cette opération-là n'est pas en adéquation. Je vous présente ici donc le principe de déploiement d'une flèche. Alors, techniquement, comment se mesure une pompe flèche? Elle se mesure des roues du camion jusqu'à la flèche, mais complètement à la verticale. Autrement dit, ici, c'est une pompe flèche 34 mètres. Sa portée verticale est de 34 mètres. Donc, ce qui diffère de sa portée horizontale. Généralement, une 34 mètres a une portée horizontale la flèche complètement à l'horizontale de une trentaine de mètres. Ici, si on nous donne ici une configuration à 26,50 mètres de hauteur, c'est qu'on descend le dernier bras à l'horizontale, ce qui nous permet de travailler, par exemple, sur un immeuble qui fait une vingtaine de mètres et sur le point le plus haut de l'immeuble, par exemple. Et ainsi de suite, il y a d'autres configurations. Pour mettre un peu de lumière sur les propos que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, cette machine, elle est complètement enroulée, vous voyez, par rapport au vérin. Les vérins, donc cette machine se ferme de cette sorte-là. Donc, c'est une machine, ce qu'on appelle en R, 34 mètres en R. Et les patins stabilisateurs sont perpendiculaires. Ils ne s'ouvrent pas en papillon, ils rentrent dans le châssis. Voilà. Alors, une fois qu'on s'est dit ça sur l'aspect technique, comment on conduit une opération de pompage? Alors, déjà, avant de déverser, il faut s'assurer que le béton en lui-même a une consistance pour être pompable. Donc, pour cela, il y a des tests qui sont effectués en centrale. Il y a aussi des tests qui sont faits en arrivant en chantier au niveau de la pompe à béton. Après, en cas de difficulté, ne grand jamais rajouter de l'eau. Je vais en parler aussi tout à l'heure. L'eau a cette faculté de nous embêter énormément, nous, au pompage. Pourquoi? Parce qu'elle peut ségréger les bétons, donc elle sépare la matière, le granulat du reste de la matière du béton, et ça peut boucher nos conduites. Mais aussi, elle peut aussi accélérer la prise du béton, et donc en fin d'opération, on peut avoir de grosses difficultés à nettoyer notre matériel. Donc l'eau n'est pas du tout notre ami. L'eau est à proscrire, le rajout d'eau, le béton est à utiliser en sortie de toupie tel qu'on le reçoit. Si toutefois ça ne va pas, il peut y avoir des échanges avec la centrale, mais en tout cas, il ne faut surtout pas faire de rajout d'eau. Il faut aussi maintenir la trémie de déversement tout le temps en charge.
parce que si elle n'est pas alimentée, on peut aspirer de l'air et ça peut provoquer des risques de fouettement en bout de flèche. Pas que, ça peut aussi, l'air aspiré peut assécher le béton et former un bouchon en cours de pompage. Enfin, il faut toujours maintenir un débit constant parce que le matériau, s'il est trop, si on change fréquemment de débit de pompage, on peut compacter plus ou moins le béton dans notre outil de pompage et ça peut créer des problèmes aussi de bouchons. Néanmoins, le débit est surtout, une fois qu'il est calé, les équipes peuvent aussi, de mise en œuvre, peuvent se caler plus facilement et orienter la flèche, enfin demander aux pompistes d'orienter la flèche, puisqu'ils ont l'habitude de ce débit dans le temps et ça permet de faire une opération un peu plus efficace. En ce qui concerne les essais de convenance, on le présente ici parce que c'est quelque chose qui sert à optimiser grandement les chantiers. Ce n'est globalement parfois pas suffisamment utilisé. Les essais de convenance nous permettent de travailler en profondeur sur la composition du béton, si tant est qu'il y ait besoin, mais en tout cas, on peut travailler dessus si cet essai n'est pas concluant. La capacité de la pompe, en sachant que, on l'a vu tout à l'heure, il est rare qu'une pompe puisse faire tous les pompages d'un chantier, mais en tout cas, on peut déjà donner une idée type de la machine qui va pouvoir intervenir sur le chantier et la configuration des installations, le mode opératoire de pompage peut aussi être déterminé. On ne pompe pas de la même manière vers le haut, comme on pomperait vers le bas. On rappelle ici que pour éviter la formation de bouchons au démarrage d'une pompe, il faut une barbotine. Donc une barbotine, c'est une espèce de pâte qu'on met dans notre bac avant le béton, qui nous permet de graisser la tuyauterie de flèche ou la tuyauterie au sol avant l'arrivée du béton dans nos machines. En termes de sécurité, ce qu'il faut voir d'abord, c'est le positionnement de la pompe qui va engendrer ou pas ce positionnement des consignes, en tout cas des problématiques de sécurité ou pas. Donc le positionnement de la pompe déjà dépend de quoi? De l'environnement du sol, du sous-sol, du gabarit aérien disponible. Hein. Par exemple, si on doit couler dans une zone où il y a 6 mètres de hauteur, toutes les machines ne pourront pas déplier. Il faudra peut-être des systèmes en Z. Il y a aussi des systèmes de pompe aujourd'hui télescopiques. Voilà. Le gabarit aérien est important. Et des contraintes de coulage. Elles peuvent être diverses. En tout cas, on peut s'y adapter. Les consignes de sécurité, une fois que la pompe est positionnée, consignes de sécurité, déjà notre risque premier, c'est le risque électrique. Concrètement, des règles sont très claires en ce qui concerne les risques électriques. C'est surtout les risques de ligne aérienne. Quand c'est de la basse tension, quand on est sur du 20 000 volts, basse tension, c'est à peu près 20 000 volts, il nous faut être à distance de 3 mètres. 3 mètres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pompe, à aucun moment, ne peut rentrer en contact avec cette ligne. Autrement dit, une 34 mètres, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'on soit à 34 mètres plus 3 mètres de cette ligne basse tension. Et le calcul est le même sur la haute tension, sauf que là, on s'éloigne encore plus. On est à 5 mètres de distance. Nos machines sont équipées de détecteurs de ligne haute tension. Ça ne reste qu'une alerte, c'est bloquant. La machine nous alerte qu'il y a la présence de tension. Et donc, à partir de là, ça génère aussi toute une réaction, tout un comportement au niveau du pompiste. On s'éloigne, on met de la tuyauterie au sol s'il le faut. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire l'opération, mais en tout cas, on va devoir faire quelques aménagements pour pouvoir faire l'opération. La stabilisation du sol, quelle manière, de quelle sorte est le sol, est-ce qu'il est meuble ou pas, ça va déterminer aussi comment on va s'installer, quel type de plaque de répartition on va utiliser, est-ce qu'on va utiliser aussi du bois pour se caler. Ça peut être aussi point suivant qu'on aborde aussi, la sécurité au sol dans l'environnement immédiat de la pompe.
c'est qu'est-ce qu'il y a présent, est-ce qu'il y a des talus, est-ce qu'il y a des choses, des obstacles. En tout cas, il faut contrôler tout cela pour déterminer, une fois que la pompe est positionnée, pour déterminer quel type d'opération on va pouvoir faire ou pas faire. Les EPI, ça, c'est les équipements de protection individuelle. C'est clair, hein, casque, baudrier, lunettes, vêtements réfléchissants. Enfin, c'est un impondérable et c'est un obligatoire dans notre profession. Euh, et puis, la sécurité du personnel évoluant sur l'ouvrage, c'est surtout la question de où est la place du pompiste réellement. Le pompiste doit voir ce qu'il fait. Donc, quand on est dans le cas d'une pompe automotrice avec un épandage, enfin, avec une mise en place du béton à la flèche, bien évidemment, le pompiste doit voir la zone de coulage, doit être en présence et vraiment visuel, hein, de ce qu'il fait pour ne blesser personne, en tout cas pour faire le mouvement de la flèche en relation avec le chantier, où est-ce qu'il a besoin, mais surtout pour vérifier qu'il n'y a pas de souci de risque. Une fois qu'on pompe, on a aussi notre pire ennemi, c'est le bouchon. Peut-être que dans l'assemblée, enfin dans le webinaire, il y a des gens qui utilisent fréquemment des pompes à béton, et ils vont savoir de quoi je parle. Et effectivement, on a ce problème-là. Alors, les bouchons, il y en a de trois sortes, de quatre sortes. C'est des bouchons au démarrage, en cours de pompage, des bouchons en phase de redémarrage et des bouchons en phase de nettoyage. Globalement, j'en ai parlé tout à l'heure, la ségrégation du béton est vraiment un souci, et ce bouchon-là est créé essentiellement par ce phénomène-là, pas que, mais essentiellement par ce phénomène-là. Alors, il y a des moyens pour éviter, et nos hommes sont formés pour cela, pour éviter ces bouchons, en tout cas atténuer grandement les risques. Déjà au démarrage, on l'a vu tout à l'heure, une barbotine de synthèse. Bouchon en cours de pompage, alimentons la pompe en continu pour éviter qu'en cours de pompage, on ait des difficultés. Bouchon en phase de redémarrage. En phase de redémarrage, aujourd'hui, les pompes, en tout cas les grandes flèches, sont équipées d'étrangleurs qui permettent à la machine de rester en charge. Le problème du redémarrage, c'est quand on redémarre une machine, c'est si la machine se décharge, vous avez la pompe qui va mettre son bras de flèche en col de cygne, elle va se décharger les derniers bras naturellement par gravité. Et l'avantage d'avoir un étrangleur en bout de flèche, c'est qu'une fois qu'on arrête de pomper, il se ferme et il garde le béton en continu dans notre machine. Et quand on redémarre, il s'ouvre et le béton, il s'écoule à nouveau. Les bouchons en phase de nettoyage, évitons de rajouter de l'eau, par exemple, puisqu'en phase de nettoyage, souvent, quand on a des problèmes en phase de nettoyage, il y a deux raisons. Hein. C'est que le béton commence sa prise parce que le béton peut-être n'était pas adéquat, ou alors tout simplement parce qu'on a rajouté de l'eau et la prise a été accélérée, comme on a vu tout à l'heure. Les atouts sont les suivants. Hein. Cette liste-là n'est pas exhaustive, mais elle est très importante. Les atouts du pompage à béton, c'est une réelle rapidité de mise en place du béton, une accessibilité à des zones, hein, au coffrage, aux zones à pomper, qui est très facilitée par le matériel actuellement. Hein. Je vous rappelle de 20 mètres à 61 mètres de flèche aujourd'hui, voire certainement plus grand plus tard. C'est un métier qui évolue très vite dans ce sens-là. Un point qui pour moi est très important, mais je pense que pour beaucoup de monde ici présent, c'est la qualité du bétonnage. On l'a vu tout à l'heure techniquement, que le béton vit en continu dans nos machines. Il vient dans la toupie, il vit. Il est déversé dans nos trémies, dans nos bacs, il est malaxé. Il est pompé, le système de pompage en lui-même fait vivre ce béton. Et donc, en fait, il conserve toutes les qualités propres et l'homogénéité des bétons. Donc, quand vous voulez, par exemple, un beau béton avec un aspect très fini, la pompe à béton est l'outil idéal. Quand vous voulez de la cadence, la pompe à béton est l'outil idéal. Globalement, c'est un outil idéal pour travailler le béton. À contrario de la grue à tour, vous déposez dans un bac et puis ça reste dans le bac. Je pense que Jérôme va l'aborder le sujet plus tard.
Et puis en plus, aujourd'hui, le fait que les machines évoluent, il y a une vraie diminution de pénibilité. Et c'est un sujet qui nous tient tous à cœur concernant les hommes qui travaillent sur des zones, sur les chantiers. Donc, vous voyez, les atouts sont quand même importants. En résumé, globalement, il y a des étapes à respecter. Il y a des hommes à être formés. Il faut vraiment que les hommes soient formés à ce métier-là. C'est un métier assez exclusif. On a vu 2000 machines. Ça concerne certainement 2000 collaborateurs. Mais c'est surtout un métier assez exclusif. Donc, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. On forme en interne. AFNOR s'est associé à une démarche syndicale et certifie nos opérateurs. En tout cas, on certifie nos opérateurs AFNOR pour avoir une formation concrète, une belle formation de nos hommes qui soit efficace sur les chantiers. C'est une profession qu'on apprenait sur le tas avant et qu'aujourd'hui, elle se professionnalise de plus en plus grâce aussi au SNPB. Et le technicien doit être au cœur vraiment de l'action le jour de l'intervention. Une fois qu'on respecte ça, une fois qu'on respecte, qu'on fait des essais de convenance, une fois qu'on interroge, on se pose des questions sur ce que je fais et on vient chercher l'avis technique de notre part, l'opération globalement se passe très bien. Et là, on trouve tous les atouts du pompage qui sont réduction de la pénibilité, qui sont la réduction des risques, puisqu'il y a moins d'intervention humaine sur l'opération de pompage. Il y a des réductions d'attente, des temps d'attente sur le chantier. Une fois qu'on s'est dit ça, temps d'attente, rapidité, il y a une diminution du stress, c'est-à-dire qu'en fait, les chantiers se trouvent plus apaisés parce qu'ils obtiennent leurs objectifs, ils font les opérations dans les temps. Et enfin, un point qui vraiment, encore une fois, je répète, nous tient énormément à cœur, c'est l'optimisation de la qualité des bétons. Une fois qu'on a fini le pompage, on sait que la pompe contribue à l'homogénéité des bétons. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'en ai terminé pour l'intervention. J'aurai le plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. J'espère que oui. Il y en a quelques-unes, Hugo. Merci beaucoup de ton intervention. Gwenaë? J'aimerais quand même conclure sur une chose Oui. qui est importante, c'est que je considère qu'une pompe à béton ne peut pas faire tout un chantier. C'est rare, mais que toutes les opérations de pompage, tous les coulages peuvent être effectués, soit par une pompe de grande envergure, soit par une pompe tuyau, mais il y a toujours une solution pour servir les chantiers quand ils ont des besoins de béton et de coulage de béton. Merci pour votre attention. Parfait, merci beaucoup Hugo. Merci. Effectivement, on a quelques questions. Gwenaë, je te charge de faire un reporting, s'il te plaît. Alors, donc, j'ai pu relever quelques questions intéressantes, notamment une question concernant les consistances spécifiques et adaptées, les consistances de béton spécifiques adaptées au pompage. Alors, il n'y a pas de science exacte là-dessus, mais en fait, il y a 3 points importants quand on pompe un béton, c'est vraiment, il y a 3 points. C'est déjà la granulométrie. La granulométrie, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une granulométrie continue. Il ne faut pas qu'on pompe et que le béton se disloque. Il faut vraiment que cette granulométrie soit continue. Il faut qu'il y ait un rapport G sur S. Donc, ce qu'on appelle le rapport G sur S, c'est le rapport granulat-sable. Il faut qu'il soit le plus faible possible. Le plus faible possible. Et il faut qu'on ait aussi une fluidité, puisqu'on pompe, donc on a besoin de mettre en mouvement la matière, donc il faut qu'elle soit suffisamment fluide, plastique en tout cas, qu'elle puisse glisser dans nos tuyaux. Et souvent, là, on classifie ça sur des bétons, sur des normes S quelque chose, donc ça va de 1 à 5. Souvent que les bétons S1, S2, donc c'est les plus durs, sont difficilement pompables, mais rien n'est impossible, croyez-moi. Mais S1, ça m'étonnerait. S2, on peut y arriver, mais il faut des machines spécifiques. Mais souvent, les bétons pompables, c'est du S4, S5. C'est cette consistance dont on a besoin pour pomper. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Merci, Hugo. Une autre question, notamment concernant les flèches. Sont-elles télécommandables?
à distance avec une bonne visibilité sur la zone de coulage? Alors, c'est vraiment une question essentielle. Bravo de l'avoir posée. Merci à la personne qui l'a posée. Je ne vais pas préciser ça. Ça va même au-delà. Aujourd'hui, il est obligatoire, hormis panne et dépannage immédiat, mais il est obligatoire de fonctionner avec une pompe radiocommandée. C'est-à-dire que ce n'est pas une télécommande, c'est une radiocommande qu'ils ont les techniciens de pompage. Et ils doivent être à distance, enfin, ils doivent voir ce qui se passe en bout de flèche. Alors, imaginez une 61 mètres avec un fil, donc une 61 mètres, comme s'il doit aller voir ce qui se passe à 50-60 mètres, il a une radiocommande dans les mains. Mais au-delà de ça, il y a aussi le risque électrique. Quand on travaille dans des zones, même à 3 mètres, le fait de travailler à distance de la machine permet aussi, encore une fois, de mettre un verrou supplémentaire à ce risque-là, en tout cas, d'atténuer complètement le risque. Juste peut-être alors, avant de passer la parole à Jérôme, Hugo, est-ce que tu peux refaire un point? Parce que j'ai vu passer deux, trois affirmations qui me semblent quand même un petit peu délicates. Voilà, on ne peut pas les laisser comme ça. Concernant notamment l'amorçage à l'eau, est-ce que tu pourrais nous rappeler juste l'importance de l'amorçage à la barbotine dans le cadre du pompage? Oui. L'amorçage à la barbotine, il y a plusieurs manières de le faire. Alors, nous, on le fait en barbotine avec des barbotines de synthèse. Nos véhicules sont équipés de barbotines de synthèse. Qu'est-ce que c'est? C'est une poudre. Selon les nombres de tuyaux qu'on a à passer, à amorcer ou la flèche, on va mettre un certain nombre de sachets plus de l'eau. Et ces sachets créent une espèce de pâte, généralement blanche, mais peut être blanche, qu'on va pomper et après, on va pomper le béton. Ça, c'est ce qu'on appelle une barbotine de synthèse. Il y a certains chantiers qui ont aussi du ciment. On peut faire une barbotine. Et cette solution en synthèse, on la privilégie pour des problèmes de pénibilité. Imaginons que le chantier souhaite absolument qu'on amorce avec du ciment, on peut le faire. Donc, on prend des sacs de ciment, la barbotine, elle devient un mélange ciment-eau et on pompe. Enfin, quand c'est des très grandes distances, on utilise une barbotine centrale. Ça vient chargé souvent 1 mètre cube, vient dans une toupie et on utilise cette barbotine centrale. J'ai jamais dit amorçage à l'eau. C'est une technique. Non, je sais que ce n'est pas toi qui l'as dit, c'est dans le fil de conversation. Voilà, l'amorçage à l'eau est proscrit tout simplement parce qu'il n'est pas suffisamment efficace et il peut générer des risques d'explosion, de fouettement, et donc on l'a proscrit de nos modes opératoires. Merci. Non, évidemment, je sais bien que ce n'est pas toi qui l'as dit. Voilà, je l'ai vu passer plusieurs fois dans le fil de conversation. Je me suis permis de te demander de le préciser. Merci. Je te remercie. Une dernière petite précision, on nous dit que souvent les bouchons sont dus à des corps étrangers. Alors, souvent, non, mais on a déjà vu des sacrés corps étrangers dans nos pompes, oui. Les pompes, devant la trémie, vous avez une grille. Cette grille, déjà, c'est un pare-feu. Cette grille, elle a des distances entre chaque morceau de ferraille, et ce qui évite normalement un corps externe de rentrer dans nos machines. Néanmoins, par malchance, il suffit que ce corps externe rentre en biais. Ce corps externe, ça peut être quoi? Ça peut être une plaque métallique qui s'est dessoudée d'un engin, ça peut être plein de choses. Et là, effectivement, si on a le malheur que ce soit une pièce importante et une composante, enfin une grosse pièce métallique, par exemple, qui rentre, elle va se mettre en biais dans nos tuyaux et elle va bloquer nos machines. Et juste on va dire pour terminer, parce qu'après le temps tourne, est-ce que le pompiste utilise des superplastifiants? Des superplastifiants, non, il ne doit pas en utiliser. Non, il doit utiliser barbotine et le béton qu'on lui propose, pas de superplastifiant. C'est le béton qui contient les superplastifiants, c'est le béton. Tout à fait, c'est dans la formule du béton qu'on va retrouver des superplastifiants. Alors, quand un béton est très plastique, enfin très élastique, il y a des machines qu'on saura mettre et d'autres pas. Là, par contre, on doit répondre à quelque chose d'impérieux. On doit répondre avec une machine, on va avoir une solution technique selon la viscosité et la plasticité des bétons. Bon, évidemment, pour terminer, il y a le nettoyage de cette pompe systématiquement. Après cette prestation, elle doit être systématiquement nettoyée. On nous demande
comment ça se passe ce nettoyage à l'eau, bien entendu? Alors, il y a deux, il y a plusieurs. Il faut voir les choses dans son ensemble. Une pompe flèche, c'est une aspiration, c'est pas à l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, on met une balle de nettoyage qui va être aspirée. Donc, en bout de machine, on va aspirer cette balle-là et cette balle va nettoyer. Donc, c'est une balle en mousse qui a le diamètre des tuyaux, qui va être aspirée, qui va reculer par succion. Donc, le piston, au lieu de pousser, il va aspirer le béton. Et cette balle va faire l'effet de nettoyage et va renvoyer le béton vers la trémie. Une fois que c'est fait, on ouvre le bac de la trémie, le béton s'écoule et après on nettoie avec de l'eau en pression. Il y a quand même la problématique des tuyaux au sol. Qu'est-ce qu'on fait des tuyaux au sol? Eh bien, il y a deux techniques. Il y a la première, sur des très faibles durées, très faibles distances, pardon, on utilise de l'air avec des règles très claires de sécurité, avec des arrêts de balles, on enlève tout ce qui est flexible et on utilise de l'air, on comprime de l'air pour que cette fameuse balle toujours progresse dans les tuyaux. Ou alors sur les grandes distances, pour ne pas mettre en surpression les conduites, et donc sur les grandes distances, à partir de 200 mètres, on utilise un lavage à l'eau. Alors c'est une autre technique, on met toujours nos balles de nettoyage, sauf que là c'est la pompe elle-même qui va pomper de l'eau et cette pression de l'eau va faire avancer gentiment cette balle. C'est très long, mais bon, ça se fait très bien, jusqu'en bout de conduite. Je sais pas, j'essaie d'être le plus clair possible et j'espère que tout le monde a compris. Merci pour vos questions, merci pour ces échanges. Maintenant, je passe la parole à Jérôme. Oui. S'il veut bien partager son écran. Bonjour à toutes et à tous, je pense que vous m'entendez. Normalement, vous devez Oui. voir mon écran. Oui, C'est parfait. Donc, le pompage à béton pour la partie chantier propre et organisation optimisée. Donc, dans le contexte, tout chantier de construction est susceptible de générer des nuisances sur un environnement proche. L'enjeu d'un chantier propre est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, de l'ensemble du personnel intervenant sur le chantier et de l'environnement. Donc, la livraison du pompage permet l'amélioration de la tenue et la sécurité sur le chantier, la réduction des nuisances auprès des riverains, des personnels de chantier et de l'environnement, la valorisation de l'image de la profession du BTP en général. D'abord, un petit rappel sur la réglementation en vigueur. Une pompe n'est pas un engin habilité au transport de matière. Donc, une pompe automotrice n'est pas assujettie à la réglementation sur le transport de marchandises. Lorsqu'un pompage se termine, généralement, Hugo en a parlé, lors de la fin d'un chantier, on procède au nettoyage de la pompe avec la flèche à l'aide d'une balle, mais en fait, dans le bac à béton, il nous reste environ 500 litres. Le seul moyen en fait, de vider en sécurité ces 500 litres, c'est d'ouvrir en fait, son bac et de trouver un endroit sur le chantier. Dans l'hypothèse où on n'a pas d'endroit sur un chantier, parce qu'on ne peut pas déverser 500 litres de béton comme ça, on a possibilité d'avoir un bétobag. Un bétobag qui a été mis en place il y a à peu près 2 ans, après plusieurs essais. Donc, on l'a mis au niveau de l'ensemble des pompes, parce que les pompes sont plus basses qu'un camion tout petit. On l'a renforcé sur les côtés. On a fait des essais de charge dessus. On a fait des essais pouvant aller jusqu'à 5 tonnes. Il n'est pas vendu pour 5 tonnes, mais il peut rester jusqu'à 5 tonnes. Et il est en capacité de récupérer la marchandise, le béton qui reste dans les bacs. Généralement, en suivant la capacité de la pompe, ça se joue entre 300 et 500 litres. Donc, si on prend une densité moyenne de 2,1 à 2,3, ça fait une moyenne de 1 tonne dans notre bétobag. Donc, les 1 tonne qu'on peut déposer dans notre bétobag, si on ne les met pas à l'intérieur de ce bétobag, on peut se retrouver avec des pompes qui reviennent avec ce béton à l'intérieur de notre bac, et ce qui occasionne des problèmes de surcharge. Donc, comme je vous l'ai dit en amont, le pompiste et la pompe ne sont pas prévus pour transporter de la marchandise dans le bac. Donc, concernant le bétobag, je vous présente un qui est réalisé il y a 2 ans sur une production bétonnier. Je vous présente la vidéo, je vous le commente après.
Le film est un peu ralenti, non? Oui. Un peu Très bien. Et on voit pas le son. Un petit peu saccadé. Oui, 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 il manque le son. Bon, donc là, ce qu'on voit, hein, c'est le bac dans lequel le béton a été vidangé, la trémie a vidangé, donc avec un béton qui était ferme, hein, pour le coup, qui avait durci. Oui, effectivement. Donc, en fait, on a fait cette vidéo, on a récupéré, en fait, donc au jour 1, en fait, on a dévidangé le bac de notre pompe et on a attendu 4 jours plus tard pour s'assurer que même 4 jours plus tard, c'était fait au mois de juin, le sac pouvait quand même bien démouler le béton. Donc, sur la première partie, vous voyez en fait qu'il y a un double système de sangle qui permet en fait de soulever le sac. Et dessous, vous apercevez en fait une sangle qui va permettre en fait le démoulage. Voilà, on voit bien ici. Outil que j'affectionne particulièrement. Donc là, on va arriver à la partie démoulage. Donc voilà, là, on a récupéré la sangle qui était tout à l'heure dessous. Et avec le contrepoids, le bétobag va démouler le béton ferme. Donc je vous rappelle, c'est 4 jours après, hein, donc ça a quand même bien durci, bien séché. On l'a renforcé sur les côtés avec du corex, histoire que le béton ne se mélange pas aux fibres du sac. Voilà. Donc, pour entrer un peu dans l'aspect technique de notre sac, hein, donc, comme je vous l'ai dit, une hauteur de 40 cm qui peut être placée sur l'ensemble des camions, des toupies, une charge maximale de 1 tonne, des plaques de renfort pour éviter que le béton en fait colle aux fibres du sac, et des sangles qui sont conformes et qui ont été testées, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des charges qui sont allées jusqu'à 5 tonnes. Voilà. Et la boucle supplémentaire en dessous pour un déchargement à l'envers. Alors personnellement, voilà, donc l'utilisation du chantier, on voit quelques photos. Donc voilà, le sac sur la première photo en fait qui se positionne sous le bac. Le pompiste va ouvrir son bac, il va déposer son béton à l'intérieur. Il pourra aussi nettoyer son bac. Et donc personnellement, moi je l'ai déployé. Donc moi je suis une double casquette. Je suis également bétonnier. Je suis aussi en charge de la partie commerciale et je l'ai déployé dans quelques agences où j'ai pu travailler. Donc, j'ai surtout des clients, j'ai tout type de clients, mais ceux qui sont vraiment intéressés, c'est les artisans maçons, les particuliers, qui peuvent en fait récupérer les 500 litres de ce béton-là, qui avant ne pouvaient pas être récupérés parce qu'il était soit perdu, parce qu'il était sous un tas sous la pompe, soit malheureusement, ce qui est totalement interdit, c'est que le pompiste n'avait pas d'autre choix que de repartir avec. Donc, j'ai cette population de clients en fait, qui peut réutiliser ces 500 litres pour faire de la finition. Et tant qu'il n'a pas été soulevé, en fait, après, il passait un petit coup de jet dessus et puis en fait, il pouvait le réutiliser. Donc, et ça fait toujours 500 litres de béton. Quand même, c'est pas rien. Et sur les gros chantiers également, j'ai dans les opérations généralement de dallage, on a des fortes cadences de bétonnage, nécessite en fait une pompe à béton. On a la possibilité aussi, on a mis à possibilité ce sac à béton pour éviter que justement, une fois que l'intervention du pompiste soit faite sur le chantier, on se retrouve avec un tas de béton. Généralement, on plante un piquet dessus et c'est la grue en fait qui va récupérer en fait cet amas de béton et qui passe au-dessus des compagnons. Donc, en termes de sécurité, voilà, ils ont fait le choix
pour tous de partir sur ce béto-bag pour pouvoir récupérer en fait le béton, de pouvoir le mettre en décharge en sécurité lorsque ça fait l'objet de manipulation au-dessus du chantier. Bon, donc voilà, ça je l'ai dit. Hein, donc, sur la partie béto-bag, les avantages, donc la réutilisation du béton pour des petits travaux de maçonnerie. Et sur la partie énergie recyclable, voilà, on a la possibilité de séparer en fait notre béto-bag de notre béton et de pouvoir de nouveau repartir à travers des process sur certains sites, de récupérer le granulat recyclé, de détruire en fait notre béto-bag, notre béton ferme et de partir sur une énergie recyclable. Est-ce qu'il est déjà avant de passer à la suite sur la partie sécurité sur le chantier, est-ce qu'il y a des questions sur le béto-bag? On nous demande si c'est réutilisable, Jérôme. Alors oui, c'est réutilisable à condition de ne pas l'avoir soulevé. D'accord. Donc, il se déchire si on a une action à soulever ce béto-bag. Donc, si on ne le soulève pas, on peut réutiliser. Alors, ce n'est pas qu'il se déchire. Alors, il est réutilisable, bien entendu. Comme je disais tout à l'heure, c'est réutilisable si c'est à l'état de béton frais. Si c'est à l'état de béton frais, les gens, en fait, ils récupèrent le béton, ils l'utilisent, ils nettoient, ils referment leur béto-bag et puis ils le réutilisent à l'infini, en fait. Par contre, s'il a fait l'objet, s'il a été soulevé, il peut avoir une faiblesse, parce qu'on parle quand même d'une tonne. Et là, on ne peut pas prendre le risque de le réutiliser sous le risque que la sangle peut avoir une faiblesse et casser. Donc, à l'état frais, oui, on peut le réutiliser sans problème. Moi, j'ai des artisans, des clients qui l'ont utilisé une bonne dizaine de fois. Et puis, la petite question aussi. Sur voilà, une fois que le béton a été lavé, comment peut-il être réutilisé et réincorporé? Alors, on parle de travaux de maçonnerie et le pompiste, il ne va pas balancer non plus. Alors, tout rajout d'eau est interdit, effectivement, mais le pompiste, il va mettre une trentaine de litres dessus pour nettoyer son bac. Et on parle de travaux de maçonnerie. On ne parle pas de travaux sur des ouvrages structurels. On parle de finition. Si je peux apporter une précision, Jérôme, nous, parfois, ils nous demandent effectivement de surtout pas rajouter d'eau pour réutiliser. Et en fait, on utilise deux. C'est-à-dire que la pompe, elle déverse le contenu du béton sans eau dans un béto-bag. On avance la pompe et on fait le rinçage dans un autre béto-bag. Voilà. Et comme ça, le béton n'est pas pollué par de l'eau. Voilà. Je crois que c'est important, effectivement, de faire cette différence entre vidange et lavage. Ça, il y a la vidange du bac, et après, il y a le lavage de la pompe. Et comme dit Hugo, effectivement, ça peut être fait en deux temps dissociés. Quoi. Ouais. Si tant est que le client souhaite vraiment le récupérer, effectivement, Oui. c'est ce qu'on peut utiliser. Mais après, l'objectif du béto-bag, c'est de fournir en fait une solution au client. C'est-à-dire que le béton qui est dans le bac appartient au client. N'appartient pas au pompiste, n'appartient pas au bétonnier. Donc, on fournit en fait une solution pour pouvoir récupérer ce béton et pas le bénir sur un chantier. On a de plus en plus de typologies de chantier type lotissement où ça devient impossible de déverser du béton et on a une réglementation aussi qui nous interdit de transporter de la marchandise. Donc, voilà, il y a cette solution-là qui existe pour pouvoir résoudre ce problème, ce qui n'existait pas avant. Donc, Jérémy nous dit qu'il faut un béto-bag pour le lavage et un second pour récupérer le solde de béton. C'est comme ça qu'on doit le comprendre? Non. Dans l'idéal, oui. Après, sincèrement, pour avoir vu beaucoup de chantiers, l'opération de lavage du pompiste, c'est quand même pas une opération qui va nécessiter 100 litres d'eau, 100 litres ou même 50 litres. Mais dans l'idéal, oui. Dans l'idéal, si on peut mettre deux béto-bags, un pour le lavage et un pour la vidange, ce serait bien. Et en termes de logistique, qui retire ces béto-bags? C'est le client, ça lui appartient.
ça lui appartient. Donc, une question précédente que l'on a eue, donc si ça lui appartient, il paye aussi le contenu. Nous, en fait, on propose une solution pour que le client puisse récupérer son béton et qu'on ne reparte pas charge pleine. On n'est pas… Alors après, peut-être qu'il y en a qui voudront se lancer dans ce business-là, mais le bétonnier et le pompiste, ce n'est pas à eux de récupérer en fait le béton dans un sac chez le client. Effectivement, le souci que nous indique Jérémy, c'est quand il s'agit d'une livraison chez un particulier. Le particulier garde son béto-bag en décoration? Non, on ne garde pas son béto-bag par décoration parce qu'au préalable, on lui a expliqué que le béton, il va falloir qu'il trouve une solution. Donc, soit en fait, il réutilise le béton sur son chantier, ou soit il trouve une solution en fait, pour évacuer ce sac avec le béton à l'intérieur. Ok, parfait. Alors, personnellement, ça fait 2 ans que j'en vends, que mes commerciaux en vendent. À aujourd'hui, je n'ai pas eu un retour d'un client qui nous a demandé qu'est-ce que je fais de mon sac. Parce que ça a été expliqué en amont. Apparemment, il y aurait une solution. Apparemment, dans les Hauts-de-France, François nous dit qu'il y aurait peut-être un marché à prendre puisque certains proposent la fourniture puis l'enlèvement du béto-bag. Alors, ouais, tout peut s'imaginer. Après, je pense que on dépasse le cadre syndical. Tout à fait. C'est des organisations contractuelles entre les entreprises. Mais effectivement, je pense que tout peut se faire. Je sais également qu'à Marseille, les adhérents sont en train d'étudier pour Marseille, puisqu'ils sont 3 adhérents. Il y a 3 adhérents des PGE qui vont faire un test certainement à l'automne de mutualisation. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Comme disait Jérôme, c'est une solution qui est aujourd'hui offerte, proposée au chantier pour éviter que les pompistes ne se retrouvent hors la loi, puisque ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre, c'est que le pompiste soit sur la route hors la loi, hors du champ de la loi. Et donc, voilà une solution qui est proposée pour récupérer, donc, encore une fois, ce béton qui appartient au client qu'il a payé à l'origine. Et comme c'est assez récent, voilà, il y a plein de solutions qui sont en train de se mettre en place d'un point de vue entreprise. Alors, le pompiste est hors la loi parce qu'il transporte de la marchandise, mais le patron du pompiste est également hors la loi parce qu'il n'a pas la capacité de transport de marchandises. Tout à fait. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais poursuivre. On a souhaité faire un petit focus aussi sur la sécurité sur le chantier en faisant un comparatif avec un déchargement à la benne et un déchargement à la pompe sur un cubage moyen de 25 cubes sur un chantier. Voilà, en moyenne, on a sur des godets en fait, d'un cube. Parfois, il y en a qui sont plus importants, parfois, il y en a qui sont moins importants. Mais bon, la moyenne, c'est généralement un cube sur les chantiers. Voilà, un cube de béton pour 25 cubes à décharger, ça nécessite 25 allers-retours au-dessus des compagnons. Donc, en fait, risque de sécurité parce qu'on a quand même une benne qui se promène au-dessus des chantiers. Augmentation de la pénibilité parce que ça nécessite aussi à chaque fois de manipuler aussi ce godet et augmentation du stress par rapport à tous ces allers-retours qui sont sur nos chantiers. Concernant la pompe, une seule mise en place du camion malaxeur vers la pompe, une manipulation sécurisée par les compagnons, une réduction des manipulations, un renforcement de la sécurité en coffrage. Bon, et puis on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on est sur la partie sécurité, mais en termes de parement, une pompe à béton qui va vider dans un coffrage, ça sera un meilleur suivi et une meilleure qualité de parement qu'un déchargement à travers un godet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces 2 slides? Non, on répondra à des questions, je dirais, après, à la fin de ce webinaire. Merci Jérôme. Merci pour cette intervention. Maintenant, on va laisser la parole à Lionel, qui est là en tant que témoin, utilisateur de cette prestation pompage et qui va nous en dire encore plus sur son expérience à l'utilisation de cette activité pompage sur chantier. Merci Lionel. Merci Agnès. Bonjour à toutes et à tous.
Oui, beaucoup de choses déjà évoquées tout au long des présentations qu'on vient de suivre. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les avantages que je vois au pompage. Juste rappeler qu'effectivement, je suis un adepte du pompage, donc je suis un professionnel du BTP depuis plusieurs décennies, 30 ans maintenant, avec une expérience de génie civiliste à la base, mais aujourd'hui, je suis chef d'entreprise dans le bâtiment et je construis des logements collectifs. Donc, j'ai dupliqué mes bonnes habitudes de pompage à notre métier du bâtiment. Je suis content parce que Hugo évoquait tout à l'heure un ratio de 20%, un ratio national de 20% de pompage sur l'ensemble de la production du béton prêt à l'emploi. Avant de vous rejoindre et pour préparer un peu cette intervention, j'ai regardé un peu, nous, notre ratio de pompage aujourd'hui. Dans mon entreprise, il est de 44%. Ce qui correspond, grosso modo, à un peu plus de 90% de nos surfaces de plancher. Donc, on a quand même une frontière dans le bâtiment pour rejoindre un peu la présentation d'Hugo. Les pompages verticaux dans le bâtiment, ça reste quand même un problème parce que, tu l'as évoqué Hugo, il y a des problématiques de pression qui font qu'on doit avoir en face une étanchéité de nos banches, un matériel spécifique et adapté qui va supporter cette pression-là. Donc, c'est vrai qu'on a tendance, chez nous en tout cas, à généraliser le pompage, mais beaucoup sur des bétons horizontaux de dallage et de plancher. Les qualités et les atouts, les avantages qu'on y voit, ils ont été évoqués dans les grandes lignes, bien entendu. Alors, je ne vais pas les hiérarchiser parce que pour moi, ils sont tout autant importants les uns que les autres. Mais effectivement, on a une qualité de parement qui est sans commune mesure quand on effectue des bétons à la pompe plutôt qu'à la grue à tour, que ce soit des sous-faces de plancher ou des surfaces de plancher de dallage. On y a des atouts, bien entendu, sur la réduction de la pénibilité. À ce titre, il doit y avoir bien sûr des professionnels qui partagent ce webinaire avec nous ce matin. J'ai entendu des centaines et des centaines de fois mes chefs de chantier ou mes conducteurs de travaux me dire Lionel, on ne s'emmerde pas, on la pompe. Ça veut quand même bien dire que voilà, dans l'esprit collectif, la pompe, c'est quand même associé à un gain de temps, d'énergie. La pompe, c'est un facilitateur dans l'esprit de tous nos gens en charge de l'exécution. Donc, effectivement, il y a cette réduction de pénibilité qui est importante, cette facilité de mise en œuvre, avec, bien entendu, donc, la sécurité qui va avec. La pénibilité, c'est une problématique de risque de maladie et d'accident sur le long terme, mais il y a aussi la sécurité immédiate et instantanée pendant nos phases de bétonnage. On a un atout organisationnel, c'est évident, puisque sur nos chantiers de bâtiment aujourd'hui, dans 99% des cas, effectivement, l'outil principal de nos métiers, ça reste la grue à tour, puisque la grue, elle est là et elle est intégrée à l'organisation du chantier sur l'ensemble des postes que constituent nos opérations. Et c'est là-dessus que moi, je voulais peut-être rajouter sur l'ensemble des atouts qu'on a pu aborder déjà ce matin. Je pense que la pompe à béton, pour tendre vers l'augmentation du pompage sur nos métiers, et en particulier le mien d'aujourd'hui, le métier du bâtiment, je crois qu'on se rend compte qu'il faut absolument intégrer le pompage à la phase de préparation de nos opérations. C'est-à-dire que dès lors qu'on ne va considérer que la pompe comme une solution de secours, comme une solution de repli, comme une solution de dépannage, effectivement, d'abord, on ne va pas en retirer tous les atouts et les avantages, c'est évident. Et ensuite, on va se rendre compte qu'on va être souvent limité par des problématiques d'organisation auxquelles on aurait pu pallier si on avait intégré
dans nos modes constructifs dès la phase de préparation, le pompage. C'est-à-dire que si, quand on établit un plan d'installation de chantier, la première des choses qu'on dessine, nous, c'est la grue. Ben, aujourd'hui, nous, on dessine la grue et l'aire de bétonnage. Parce qu'on veut tendre vers le pompage. Donc, aujourd'hui, on intègre ce mode constructif-là dès la phase de préparation de chantier pour effectivement être en mesure d'intégrer une pompe à béton sur l'ensemble des phases de bétonnage sur lesquelles on va vouloir utiliser la pompe. Ce n'est pas toujours aisé. On l'a évoqué aussi ce matin, la problématique de la pompe sur des marchés de bâtiments qui sont des marchés urbains, extra-urbains ou périurbains. Effectivement, l'environnement et les contraintes environnementales sont souvent importantes, d'accessibilité, de place et d'emprise de chantier, puisque nos emprises de chantier sont malheureusement de plus en plus restreintes. On construit de plus en plus en périmétrie, en périphérie des limites de propriété. Mais malgré tout, voilà, je pense qu'il est important d'intégrer dès la phase de préparation le mode constructif pompage de façon à pouvoir vraiment en retirer toute la quintessence tout au long de l'exécution de nos travaux. J'ai noté tout à l'heure qu'on ne parlait pas d'euros avec une petite intervention écrite de Nicolas, donc je ne vais pas parler d'euros, mais on l'a peut-être que balayé sommairement. Bien sûr, je reste chef d'entreprise ou conducteur de travaux ou en charge d'une production, d'une exploitation. Donc, l'aspect économique, on ne peut pas l'écarter, c'est évident. Tu peux parler du coût global, hein, Lionel, il n'y a pas de problème. Oui, voilà, je vais essayer de rester très sommaire sur le coût, mais je pense qu'il y a encore des idées reçues sur l'économie du pompage. Moi, sauf si on me facture des choses que je ne vois pas encore passer, mais je pense que ce n'est pas le cas. Le pompage, ça reste pour moi, très sincèrement, une solution économique. Parce que quand je pompe du béton, ce sont des hommes à moins sur le poste que je suis en train d'exécuter. Pour moi, le pompage du béton, c'est 1 ou 2 compagnons de moins sur le poste de bétonnage. C'est une organisation de temps de travail qui va pouvoir s'optimiser parce que la grue à tour, quand je ne l'utilise pas pour couler du béton, je vais essayer de l'utiliser pour faire autre chose. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, d'intégrer le pompage dès la phase de préparation, de façon à ce que notre cadençage d'opération, notre cycle intègre ce bétonnage-là et qu'on sache que quand on va couler, alors principalement du béton de plancher, puisque nous, aujourd'hui, encore une fois, on utilise la pompe principalement sur des bétons horizontaux, quand on va être en train de bétonner nos surfaces horizontales, on sait qu'on a de la disponibilité sur la grue à tour. Ça veut dire qu'on va pouvoir optimiser les phases de préparation ou de fermeture. Les bétons de plancher, en général, sont des bétons qu'on réalise plus souvent le matin et les bétons verticaux plus souvent l'après-midi. On se rend compte très souvent que le pompage va nous permettre soit d'augmenter nos surfaces de bétonnage de verticaux, soit d'augmenter nos cadences en préparant des surfaces plus importantes de la veille pour le lendemain. Je relis vite fait mes notes. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais évoquer, moi, de mon expérience personnelle pour les mettre en corrélation avec tout ce qu'on a vu ce matin. On a évoqué des problématiques parce qu'on a beaucoup parlé des atouts, c'est normal. Il reste encore des problèmes liés au pompage. On a parlé des bouchons. Hugo, tu les as évoqués. C'est évident. Alors aujourd'hui, moi, je pense que, encore une fois, si on est dès la phase de préparation de chantier, c'est-à-dire dès lors qu'on va commencer à engager notre mise au point, notre contrat avec notre fournisseur de béton, on va dès ce début de préparation de chantier, lui dire qu'on veut pomper. Ça veut dire qu'on va travailler sur des formules qui vont être pompables. Donc, ça, c'est déjà important. Encore une fois, de ne pas se retrouver dans une situation à devoir pomper un béton qui n'a pas du tout été prévu pour ça et le pomper dans un état d'urgence, on va dire, ou de dépannage. Parce que, encore une fois, cette méthode-là constructive n'a pas été intégrée à notre phase de préparation de chantier. Donc, effectivement, bien
prévoir des formules pompables dès lors qu'on négocie et qu'on met au point nos formules avec notre fournisseur. Reste à la charge et de la responsabilité, et là je parle à l'ensemble du syndicat, reste à la charge et de la responsabilité de nos fournisseurs de béton d'intégrer effectivement, Hugo, tu évoquais ces cadences de pompage, d'intégrer qu'un béton pompé, effectivement, va nécessiter une cadence, va imposer une cadence de bétonnage plus importante qu'un béton à la benne à béton et à l'agglomératour. Ça veut dire qu'il va falloir intégrer le nombre de camions qui vont bien, prévoir les distances d'approvisionnement et faire en sorte que on ait un cadençage de camions qui corresponde à la productivité de la pompe. Et là, je pense qu'on va éviter une grosse partie des problèmes de bouchons parce que, de mon expérience personnelle, sur les 4 catégories de bouchons, Hugo, que tu évoquais tout à l'heure, le bouchon principal qu'on rencontre nous aujourd'hui, c'est un bouchon de redémarrage. C'est-à-dire qu'on va à un moment donné avoir une interruption de pompage parce qu'on va avoir un espacement de livraison et c'est là que ça bouche en général. C'est très rare qu'on bouche à l'amorçage, ça peut arriver. À la limite, j'ai envie de dire, et c'est un peu égoïste, mais tant pis, je vais l'être, les bouchons au nettoyage, bon, ils ont peu d'impact, je vois Hugo sourire, ils ont peu d'impact sur notre productivité, donc bon, c'est un peu le problème du pompiste. Mais c'est vrai que les bouchons les plus pénalisants pour l'ensemble de la chaîne du pompage sont les bouchons de redémarrage, c'est-à-dire les bouchons qui vont se créer quand on va espacer de trop nos livraisons. Et c'est là qu'on va rencontrer les problématiques. Je ne sais pas si… Lionel, tu nous as dit que ça permettait, le fait de prévoir une pompe, de diminuer le nombre de compagnons. Oui. Francis, qui nous écoute, souhaiterait savoir et avoir quelques explications. Le premier compagnon qu'on enlève sur le poste de bétonnage, c'est le compagnon qui réceptionne et s'occupe de la benne à béton, passez-moi l'expression, au cul de la toupie. Aujourd'hui, même si il est de bonnes ou de mauvaises pratiques, en tout cas, nous, on l'évite pour des problèmes de responsabilité. La plupart des fournisseurs de béton commencent à vraiment être attentifs et vigilants là-dessus. Il n'est pas de la responsabilité du chauffeur de toupie de réceptionner la benne à béton, de la positionner derrière la goulotte et de la remplir et de manœuvrer la grue pour que la benne à béton retourne sur son poste de bétonnage. Donc, il est, je crois, Nicolas, tu me corriges si je dis des bêtises, mais il est normal de prévoir un compagnon pour réceptionner et manipuler la benne à béton au moment du remplissage au cul de la toupie. Complètement. Surtout pour la benne, je vais même aller plus loin, il est normalement totalement interdit au chauffeur de la toupie de manipuler la benne. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un sur le chantier pour le faire à sa place. Tout à fait. Donc, ce qui n'est pas le cas au moment du pompage parce qu'effectivement, il y a une synchronisation entre le pompiste et le chauffeur de la toupie au cul de la pompe, à l'endroit de la trémie, pour être plus poli, qui se fait donc, comme ça, hein, au cul de la pompe. Ouais, voilà. Donc, c'est déjà un compagnon en moins à ce poste-là. Et c'est pour moi au moins un compagnon en moins sur le poste de bétonnage parce que le rendu et la cadence de la pompe, la fluidité qu'on va retrouver à la sortie de la pompe à béton et du tuyau de la pompe à béton, de la flèche de la pompe, va nous permettre de limiter le besoin de ratissage, le besoin d'étalement, puisqu'on a une répartition qui se fait de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus uniforme sur des surfaces beaucoup plus grandes. Donc, on a une action de ratissage, d'étalement du béton en moins par rapport au fait d'avoir ce déchargement un peu brutal du mètre cube qui descend sur une surface très restreinte au bout de la benne à béton. Je ne sais pas, Agnès, si j'ai répondu à la question. Et je pense, oui, tout à fait, de façon détaillée, donc parfait. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme question. Merci, merci Lionel. Merci à l'ensemble des intervenants. Merci à vous, aux auditeurs, ce matin. Et écoutez, nous vous donnons rendez-vous
Le 18 mai prochain, ce sera une thématique sur la ville souterraine et ce sera une conférence de Madame Monique Labbé. Merci encore pour votre écoute et puis à très bientôt. Nous vous indiquons à nouveau que les documents vous parviendront dès ce vendredi, ainsi qu'un replay qui sera réalisé par Nicolas Lutringer. Merci à tous, à très bientôt. Merci à tous et merci aux intervenants d'avoir répondu présent et d'avoir animé ce webinaire avec brio une nouvelle fois. Merci Nicolas, merci à tous.